Bonjour Jean-Pierre, merci de me recevoir comme ça, dans ce cadre magnifique. Je t'ai prié de... Bonjour Thierry, Oui, bonjour Jean-Pierre. et merci de ton intérêt. Voilà, quand j'ai rencontré un petit peu ton travail, ce qui m'a interpellé le plus, c'est que jusqu'à présent, quand j'entends parler un petit peu d'éducation alternative, on pense à éduquer d'une autre façon. Mhm. Et toi, tu prônes quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà bien de chercher à améliorer l'existant, Mhm. mais qu'il y a mieux à faire en essayant de vivre tout simplement sans éducation. C'est une idée qui est difficile à imaginer puisque nous avons tous été éduqués et donc nous réfléchissons, nous pensons et nous voyons en fonction de ce que nous avons connu. On ne peut pas faire autrement que d'utiliser le connu. Mais l'idée, c'est effectivement de au moins poser la question, c'est déjà difficile, hein, est-ce que je peux vivre sans éducation? C'est-à-dire sans éduquer et sans être éduqué. Et sans être soi-même éducateur pour ses enfants. Voilà, sans éduquer, donc sans être éducateur, et quelqu'un qui ne serait pas éduqué, est-ce qu'il pourrait vivre bien, arriver à vivre? Tu poses cette question déjà parce que tu as été enseignant, donc tu connais le système d'éducation par cœur. Je connais très bien le système scolaire, Oui. parce que pour beaucoup de gens, école ou scolarisation, c'est l'éducation. Oui. Pour moi, l'éducation, c'est plus large. L'école est j'aime bien dire ça, est une sous-classe de l'éducation, mais l'éducation commence dans la famille déjà. Pas dans toutes les familles, mais dans les familles, elle commence. Et l'éducation, pour moi, est un terme très générique qui désigne la situation dans laquelle il y a quelqu'un qui sait et qui souhaite et qui désire et qui intervient sur un autre qui ne sait pas pour que cet autre sache ce que lui voudrait que l'autre sache. Et donc c'est très général parce que c'est effectivement la situation scolaire, mais c'est aussi la situation familiale et puis c'est la situation de tout ce que nous connaissons par ailleurs, des églises, des armées, de certaines philosophies, des hommes politiques, des gouvernements, de la publicité. Enfin, chaque fois où j'ai cette situation où quelqu'un veut pour un autre. C'est-à-dire que quelqu'un, non seulement il veut pour un autre, mais en plus il agit, il intervient pour que cet autre apprenne ce que lui veut qu'il apprenne. Oui, donc il y a On une est, on forte est, charge idéologique là-dedans. voilà, on est dans une situation qui est la situation qui structure nos sociétés, et c'est pour ça qu'on a une école aussi, hein, où il y a des dominants et des soumis. Et donc à partir de là, le dominant soumis, c'est pas très admis, mais si je dis éducateur éduqué, ça passe très bien, quoi. Voilà. Mais c'est la même situation. C'est la même situation pour Voilà. toi. Et justement, puisque tu parles d'école, si je fais le bilan de 15 années d'école, qu'est-ce que j'ai appris véritablement à l'école? Parce que pendant mes années d'école, j'apprends, mais pas qu'à l'école. Oui. Mais que me reste-t-il de 15 années d'école? Et s'il me reste quelque chose, est-ce que ça valait 15 années de ma vie? Et donc, ça veut dire que ces 15 années-là, l'essentiel, c'est pas du tout ce qui est supposé être appris à l'école, enfin, c'est ce qui est affiché, mais il me semble, hein, que l'intérêt de l'école, c'est de faire en sorte de rendre acceptable, présentable, honorable cette situation où il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà. Oui, donc, Ça normalise cette situation. oui, puis ça l'ancre en nous, l'acceptation de cette situation Voilà. dans laquelle on est là à recevoir un savoir. Et je ne peux pas, à partir de ce moment-là, penser autrement. L'école en France, je regardais hier, pour m'actualiser, l'école en France coûte 145 milliards d'euros par an. Oui, quand même.
Ah oui. Donc ça veut dire que quand même il y a des enjeux très importants. Bon, il y a des enjeux économiques, certes, mais il y a des enjeux idéologiques qui vont avec l'économie, forcément. Puisque l'économie fonctionne grâce au formatage des consommateurs. Donc dès leur plus jeune âge, ce formatage commencerait avec cette forme d'éducation et de soumission. Toute forme d'éducation, et notamment l'école, mais pas que. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un sait mieux que moi ce qui est bon pour moi et qu'il veut, et qu'il intervient, qu'il essaie de me façonner pour que ce soit... Il le fait souvent avec de bonnes intentions, mais par le fait même qu'il décide pour moi ce qui est bon pour moi et qu'il me fait faire ce que lui pense qui est bon pour moi, j'entre dans un système de dominant-soumis. Et j'ai rien contre. Simplement, je dis, je rentre dans un système dominant-soumis. Voilà. Et après, mon seul objectif, c'est plutôt de passer du côté des dominants. Mais je perpétue le même schéma. Alors la question, c'est d'une part pourquoi c'est comme ça, et ensuite est-ce qu'on peut vivre autrement? Ouais, c'est les questions que j'allais te poser. Tu facilites les choses extraordinairement. Voilà. Quelle est la finalité de quoi? De tout ce système de reproduction du dominant-dominé. Enfin, je veux dire, pourquoi? Tu me dis qu'il y a un budget qui est colossal, qui est mis là-dedans. Donc, comme tu dis, c'est qu'il y a des enjeux économiques, mais il y a autre chose. Parce qu'on ne dépenserait pas de telles sommes. Et je remarque aussi qu'il y a une injonction d'éducation, d'une certaine manière, à la fois dans l'état d'esprit, il y a la pression au niveau de l'école est de plus en plus importante, donc réellement, on veut pas que quelqu'un échappe à ça, d'une certaine manière. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Exactement, je pense que les pouvoirs en place, mais alors quels qu'ils soient, hein, gauche, droite, vert, rouge, ont tendance à perpétuer leur emprise. Et donc, ils essaient par tous les moyens d'obtenir cette emprise. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, l'école naît en 1880, elle naît en même temps que l'industrialisation, elle se construit contre le pouvoir de l'Église catholique aussi, qui elle, maîtrisait les esprits. Et donc, elle a supplanté, elle a pris la place de l'Église avec les mêmes principes. On a les mêmes systèmes, sauf que à l'Église, on y allait un peu moins souvent quand même qu'à l'école. Voilà. Mais sinon, il y a toujours les mêmes systèmes, les liturgies, les rites de passage, qui sont les diplômes maintenant. Enfin, à l'église, c'est les communions. Enfin, on a les mêmes, la même structure. On n'a pas les mêmes noms, on n'a pas les mêmes décors, mais on a la même structure. Voilà. Donc, cette école-là, en fait, c'est une histoire récente dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle se généralise en 1880 et de mon point de vue, alors à l'époque où elle se généralise, elle se justifie parce qu'on n'a pas d'autre système pour contrôler les populations et donc l'école s'installe quand même aussi par la force, puisque les gendarmes allaient chercher les enfants qui n'allaient pas à l'école pour les amener à l'école, parce que les enfants, ils avaient un rôle dans la société, en tout cas dans l'économie familiale, ils travaillaient. La France était essentiellement rurale. Tu as expliqué comment finalement la pression, comment ça s'était construit en opposition finalement oui. Au pouvoir de l'Église, mais comment ça reproduisait exactement la même situation. Voilà, c'est-à-dire que je remplace un pouvoir par un autre, mais je suis dans la même structure. Alors tout ça pour dire que l'éducation est D'abord, le mot éducation apparaît vers 1500 à peu près en langue française et en langue anglaise. Ah, il n'existait pas avant? Non, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contresens lorsqu'on parle d'éducation en Grèce ou dans la Rome antique, puisque c'est un mot qui n'existait pas, mais de 1500 à 1800, pendant 300 ans, le mot éducation signifie alimenter. C'est-à-dire qu'on éduque des vers à soie. Voilà. Donc on leur donne à manger. Voilà. Et c'est seulement vers 1800 que le mot éducation prend le sens à peu près actuel. De même que le concept d'enfant apparaît aussi à peu près vers cette époque-là. Et c'est tout ça qui a permis ensuite la mise en place de l'éducation et puis surtout de la scolarisation.
Oui, tu disais que finalement ça avait remplacé un petit peu le pouvoir exercé par l'Église, Oui, mais la pression et la coercition est beaucoup plus grande que celle qui était exercée par l'Église, puisqu'il y a une de, injonction qui est plus forte. oui et non, c'est-à-dire que dans les formes, elle est plus forte, mais dans les faits, enfin, l'Église n'avait pas besoin. Enfin, elle était tellement présente partout Oui. voilà. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que l'école, de mon point de vue, elle a commencé à finir, on va dire. Parce que ben, maintenant, il y a des moyens de contrôler les esprits, de façonner les esprits qui ne nécessitent plus d'avoir un maillage physique enfin, de cadres Oui, de les coincer dans un seul endroit. voilà, pour quadriller la France, c'est plus nécessaire. Maintenant, on quadrille la France avec des antennes et ça suffit, quoi. Et à Parce l'origine, avec ça, je contrôle toutes les populations et tous les esprits. J'ai plus besoin de l'école. L'école, pour l'instant, elle se maintient encore, de mon point de vue, en raison de ces 145 milliards. Parce que ces 145 milliards, ils vont bien dans la poche de quelques-uns. Et ceux qui reçoivent ça ont tout intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est des réalités économiques, mais c'est aussi des réalités enfin, qui vont évoluer, puisque bon, l'éducation évolue. L'OCDE a programmé, enfin, envisage la fin de l'école telle qu'on la connaît en 2020. Donc c'est dans pas ah longtemps. oui, c'est tout proche, oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est en train d'ailleurs de réforme en réforme, de perdre en tout cas, comment dire, les formes que l'école avait lorsqu'on l'a créée. Il n'y a plus de commune mesure, enfin si ce n'est le formatage des esprits, mais sinon il n'y a plus de commune mesure entre l'école de 1880 et l'école actuelle. Quand on parle de l'école du début, on parle de l'école de Jules Ferry. Oui. Quel était enfin, parce qu'on parle toujours, on ne sait pas trop ce que c'est l'école de Jules Ferry. On le cite tout le temps, on entend parler. Enfin, moi, j'ai toujours entendu parler de Jules Ferry, mais le projet, il était ouvertement affiché. Quel était le projet au départ de cette école? Ah ben, le projet, c'était surtout encore une fois, de contrôler les esprits et de créer une masse surtout d'ouvriers, parce que les populations étaient surtout, la France était rurale, hein, donc le paysan, il commence quand il est prêt. Il ne commence pas à 9 heures. Oui. Il se peut qu'un jour ce soit 9 heures, mais ça sera peut-être 9 heures moins le quart ou 8h30. Et puis l'été, lorsqu'il faut faire les moissons, il continue à travailler même à minuit. Voilà. Donc il y a une grande flexibilité dans l'horaire. Il y a aussi une grande flexibilité dans l'espace. Et il y a une grande flexibilité dans l'organisation du travail que je vais faire. Et ça ne peut pas marcher avec les usines et les manufactures. Surtout avec le travail à la chaîne. Donc il faut que tout le monde arrive à l'heure, tout le monde parte à l'heure, tout le monde accepte d'être coincé dans son espace contraint, et puis fasse ce qu'on lui dit de faire et pas autre chose. Et c'est pas à lui de penser, mais c'est à lui d'appliquer ce qu'on lui a dit de faire. Donc l'école est un des moyens d'apprendre le temps contraint, l'espace contraint, la pensée contrainte, et puis surtout l'obéissance et la soumission, la conformation. Voilà. C'est un formidable centre d'entraînement pour... Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours parce que c'est pour ça que les réformes, comme le nom l'indique, ce sont des reformes, c'est de nouvelles formes, c'est-à-dire des choses qui n'atteignent pas la structure. Et la structure, c'est toujours la même. L'important, pour ceux qui pilotent tout ça, c'est qu'on arrive à l'heure, on sort à l'heure, on s'en fiche de ce qui passe entre-temps. Mais peu importe, c'est pour ça que... plutôt la soumission qui est importante que le contenu. Et pourquoi 15 ans pour rien apprendre, enfin aussi peu? Si c'est pas justement pour apprendre à accepter une situation, à accepter que quelqu'un sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Mais ça, on parle de l'école, mais personnellement, moi, je m'étends plus sur l'école parce que c'est vrai que c'est un cas particulier et caricatural, et donc ça permet de voir.
mais ça exonère en rien du tout ce que je fais à la maison avec mon enfant. Parce que je suis à peu près dans la même situation. C'est plus clair lorsque je parle de l'école, mais lorsque je commence à parler de moi, c'est ce que je fais aussi et ce que j'ai tendance à faire si je ne fais pas attention. J'ai tendance à éduquer, c'est-à-dire à décider pour un autre de ce qui est bon pour cet autre. Et ça lui apprend à se soumettre à ses injonctions à force d'insister. Voilà. Alors Jean-Pierre, si on arrête d'éduquer, que ce soit à l'école ou à la maison, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on se dit immédiatement c'est l'anarchie. J'ai peur que les enfants me débordent. Comment ça va? Comment est-ce qu'on peut gérer? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça nous semble être le seul moyen de contraindre les enfants un petit peu et d'arriver à obtenir quelque chose d'eux. Alors, débordement, contraindre, peur, c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Auparavant, je pense qu'il faut comprendre que apprendre est un acte naturel et inné, comme respirer, comme digérer, enfin comme marcher, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Apprendre. Je nais avec cette faculté d'apprendre, tout simplement parce que je n'ai pas choisi, et je vais apprendre en fait, parce que j'ai une mémoire notamment, et une intelligence bien sûr, et je vais donc mémoriser les expériences qui sont favorables à ma vie pour les rechercher, et je vais mémoriser les expériences qui sont défavorables à ma vie pour les éviter. C'est-à-dire qu'en fait, apprendre ne s'apprend pas, je suis tout seul à apprendre, et donc cette capacité naturelle à apprendre va faire que je vais chercher à survivre, ou tout simplement à vivre aussi bien que possible, dans un milieu, quel que soit ce milieu. Et donc si je vais trouver, alors ça c'est vrai au fin fond de l'Afrique et dans la jungle, comme au pôle Nord, comme dans le monde entier. Tout être humain va chercher à survivre du mieux possible dans le milieu tel qu'il est. Et donc ce qui est déterminant en fait dans ce qu'il apprend, c'est tout simplement le milieu. S'il naît en Chine, il va apprendre le mandarin. S'il naît au pôle Nord, il va apprendre une autre langue. Il va apprendre à survivre par moins 40 degrés et il va apprendre à survivre à plus de 40 degrés. Donc ce qui est déterminant, c'est le milieu. Et donc un enfant chez nous qui naît va apprendre à survivre dans le milieu qu'il trouve. Il va trouver une éducation, il va apprendre à survivre avec une éducation. Il n'y a pas d'éducation, il va apprendre à survivre sans éducation. Il y a une école, il va apprendre à survivre à l'école. Il n'y a pas d'école, il va apprendre à survivre avec pas d'école. Il n'y a vraiment aucun souci. Il ne peut pas ne pas apprendre. Et donc, tout ce qui va faire la différence, c'est le milieu. Et de toute façon, actuellement, c'est bien ce qui fait la différence. Ceux qui réussissent à l'école, on sait très bien qui c'est. Hein, c'est bien le milieu familial qui est le plus proche possible de la culture scolaire qui fait que ceux-là réussissent à l'école. Et c'est ceux dont la culture du milieu familial est la plus éloignée de la culture scolaire qui y échouent. D'accord. Mais alors, à ce moment-là, si l'apprentissage est inné, ça dépend énormément du cadre. Est-ce que ça dépend de la qualité du cadre, de la richesse du cadre? Qualité, richesse, du cadre, quel qu'il soit. C'est-à-dire que richesse et qualité, c'est peut-être... Je parle plutôt de nature, hein, de la nature du cadre, en fait, parce que qualité, richesse, ça implique des jugements de valeur par rapport à un idéal mais simplement, j'essaie de faire une analyse aussi objective que possible et je dis que dans les milieux où on utilise de l'écrit, un enfant va tout naturellement utiliser l'écrit. Dans un milieu où on parle 2 langues ou 3 langues, l'enfant va apprendre 2 ou 3 langues, mais sans aucun problème, je veux dire, il va apprendre à survivre dans le milieu dans lequel il se trouve.
Et donc c'est pour ça que toutes les pédagogies, enfin, si on les prenait au sérieux, parce que je pense qu'elles savent très bien ce qu'elles font, mais si on les prenait au sérieux, l'erreur des pédagogies, c'est de vouloir agir sur l'individu, sur la personne, alors que ce qui est déterminant, c'est ce qui est autour. Oui, d'accord. Et lui, il s'en imprègne directement. Ben, il suffit simplement de modifier mais de toute façon, c'est ce que je vis depuis que je suis né. Je m'ajuste en permanence au nouveau milieu que je trouve. Et j'apprends parce que je trouve des nouveaux milieux. C'est un peu pour ça qu'on dit les voyages forment la jeunesse. C'est simplement parce que je rencontre d'autres milieux, d'autres façons de vivre. Et donc je vais remettre en question ma façon de voir le monde. Et c'est comme ça. Et comme je ne peux pas ne pas apprendre, je vais apprendre. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, certainement, mais la question qui pourrait monter, c'est oui, mais attends, ça c'est bien joli si je veux que mon enfant sache faire la vaisselle, bricoler, mais si je veux qu'il devienne ingénieur, si je veux qu'il devienne haut fonctionnaire, c'est pas son milieu qui va lui apprendre ça. Ben, c'est-à-dire, tout est là. La question, c'est pourquoi je veux ça pour lui, à sa place. C'est-à-dire que je suis de nouveau dans ce schéma de vouloir pour un autre ce qui est bien pour cet autre. Alors, je m'interroge. Ce genre de questionnement est intéressant parce que moi, je suggère souvent de prendre un papier et de noter tout ce que je veux pour mon enfant. Je le marque, je réfléchis, je remarque, je complète. Et une fois que j'ai complété cette liste, je me l'adresse. C'est plus pour mon enfant, c'est pour moi. Ben, ça marche à 99,99% et c'est normal. Parce que ce que je veux de bien pour mon enfant, c'est moi qui le veux. Et forcément, mon bien à moi, c'est mon bien à moi, que je veux pour lui. Mais c'est le mien. Oui, ça appartient de ma représentation à moi. Voilà. Donc, en fait, quand je veux quelque chose pour quelqu'un, c'est en réalité que je le veux pour moi. D'accord, mais tout à l'heure j'évoquais la notion de contrainte. J'imagine, moi, des enfants qu'on n'éduque pas, c'est-à-dire que on ne guide pas leurs apprentissages, on les laisse se faire de façon spontanée. On peut utiliser ce terme, je pense, dans un cadre. Comment est-ce qu'on va faire qu'ils vont nous écouter? Comment est-ce qu'on va faire qu'ils vont nous obéir? Comment est-ce qu'on va faire qu'ils vont... tu vois, qu'on va arriver à obtenir ce qu'on veut d'eux? Mais pourquoi ils devraient nous obéir? Oui. C'est ça la question. C'est pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui me pousse à vouloir qu'un enfant m'obéisse? Enfin, voilà, c'est ça plutôt la question. Oui. Et alors à ce moment-là, c'est toute la structure de notre fonctionnement familial et sociétal qui est à reprendre. C'est-à-dire, si je suis dans un système comme ça de dominant-soumis, c'est ça. Mais si j'entre dans l'idée d'une relation un peu plus égalitaire, je ne peux plus faire ça. C'est une vaste terra incognita là qui s'ouvre. On ne sait pas en fait ce que ça donne. On le sait quand même. Alors il y a trois situations. Il y a trois situations. D'abord, avant 1880, on va dire, il n'y avait pratiquement pas d'école, ou très peu. Je crois que les hommes ont quand même construit des cathédrales. Ouais, il y a une histoire humaine avant 1880, ouais. Voilà. Ils ont construit des bateaux. Ils se sont lancés à travers l'océan. Ils ont découvert des mondes. Il y a eu plein d'inventions comme ça qui ont existé et dont nous bénéficions actuellement, alors qu'il n'existait pas d'école et que ces gens-là ne fréquentaient pas forcément des écoles. Hein, ça, c'est le premier exemple. C'est-à-dire que dans notre milieu, il y a eu une époque, mais qui se mesure en siècles, si ce n'est en millénaires, où il n'y a pas eu d'école. Notre école, elle a même pas 150 ans. Et même à l'heure actuelle, les inventions, les découvertes se font généralement hors du système académique ou universitaire et même parfois contre le système. Donc c'est bien pour dire que c'est pas l'école ou les écoles, que ce soit les grandes ou les petites, les grandes écoles, qui font comment dire, les découvertes, les inventions, les améliorations humaines. Souvent c'est en rupture d'ailleurs. Voilà. Donc il y a eu une époque chez nous
où il n'y avait pas d'école et où on a quand même vécu et bien vécu, et on a réalisé des choses incroyables. Enfin, je pense aussi aux pyramides, par exemple. Oui, en voilà. termes de géométrie. Ouais, bon, voilà. Donc, d'une part, ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est qu'il existe quand même actuellement à la surface du globe terrestre des sociétés sans éducation. Ah. Ben oui, mais on ne peut pas les connaître parce que, justement, d'une part, il ne faut pas trop en parler, parce que sinon ça mettrait à mal l'idéologie dominante qu'il faut scolariser, il faut faire des écoles, il faut scolariser le monde. Et au passage, je recommande ce film qui s'appelle Schooling the World. Schooling the World. Ouais, qui montre bien qu'il y a une propagande terrible pour scolariser le monde entier, quoi, hein. Bon, donc il y a des zones où on ne où on n'éduque pas seulement ne pas scolariser, mais d'une part, bon, si on les connaît, elles passent pas dans les médias, donc on n'en sait rien. D'autre part, les ethnologues qui observent ces sociétés-là ont beaucoup de mal à ne pas les observer à travers le prisme qui est le leur, c'est-à-dire avec la vision d'une éducation un petit peu comme beaucoup d'auteurs considèrent la paideia grecque comme une éducation, alors que ça n'est pas du tout une éducation. Et puis le terme n'existait pas, et puis le concept n'existait pas non plus, donc c'est un contresens historique. Le contenu idéologique n'était pas le même. Donc je reprends. Donc on a dans nos régions, dans nos sociétés, des siècles et des millénaires de vie sans éducation. Pas tout, hein, mais il y a eu des cas de sans éducation, en tout cas sans école. Dans notre époque actuelle, deuxième cas de figure, il y a des sociétés qui existent, qui n'ont pas d'éducation. Il y en a qui n'ont pas d'école, mais il y en a qui n'ont pas d'éducation du tout. Ce sont généralement des peuples dits premiers. Oui, sociétés traditionnelles. Voilà. J'hésite à dire traditionnels, je préfère les peuples dits premiers. Et le troisième cas de figure, c'est dans nos sociétés avec école et avec éducation, des familles qui n'éduquent pas. Et donc là, nous avons deux cas médiatiquement un peu plus connus que les autres, mais il y en a des centaines d'autres, hein. C'est André Stern, oui, d'une part, et puis c'est Deirdre Bergeron. Enfin, Deirdre plus ses deux sœurs, entre autres. Mais il n'y a pas que ces cas-là, il y a beaucoup. Eux ont été médiatisés. Voilà. Et donc il y a beaucoup de cas et personnellement, je suis amené à rencontrer de plus en plus de familles qui font ce chemin-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, on n'envoie plus l'enfant à l'école, mais on fait l'école à la maison. Oui. Ensuite, on ne fait plus l'école à la maison, mais on organise des sorties éducatives. Donc on est quand même toujours dans un système éducatif. On va au musée, on organise la vie de l'enfant. Puis à la fin, comme c'est quand même aussi fatigant, tout simplement, tout naturellement, chacun vit sa vie. Voilà. Et les personnes qui sont là, elles apprennent à vivre leur vie également. Il n'y a pas besoin d'éduquer. Et ça demande que l'enfant ne soit pas laissé seul à la maison. Oui, même là, il développera quelque chose. Pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas. Tout dépend dans quelles conditions il est laissé seul. S'il est laissé seul comme ça, brutalement, après avoir été habitué à ce que tout le monde décide de sa vie pour lui, ça va être compliqué pour lui. Je pense à ce petit livre qui s'appelle « Les poules préfèrent les cages ». Si on garde des poules en cage depuis leur naissance jusqu'à un certain temps et que tout d'un coup on les lâche en liberté, il semblerait que les poules partent en courant à fond la caisse et elles s'effondrent parce qu'elles meurent d'hyperventilation. C'est trop pour elles. Voilà, donc on conclut que les poules préfèrent les cages. Voilà. Mais je pense qu'il faut d'une part une progressivité, et puis surtout qu'il faut un travail sur soi, pas sur l'autre, pour organiser qu'un enfant puisse, s'il est autonome, il peut parfaitement vivre tout seul à la maison ou ailleurs. Je lisais là
une statistique que je n'ai plus en mémoire, mais que la distance que parcourent les enfants actuellement, tout seuls, s'est réduit considérablement en un siècle ou 50 ans. Enfin, moi, je me souviens, enfant, je jouais dans la rue, je courais dans la rue. Maintenant, il n'y a plus d'enfants qui jouent dans la rue, pratiquement, si ce n'est dans les cités. Hein. On les tient de plus en plus. Ben oui, puis leur temps est minuté, organisé. Il y a la piscine, le judo, les activités de ceci, les activités de cela. Comment peuvent-ils apprendre à gérer leur propre temps si leur temps est géré par d'autres? Et comment ne s'ennuierait-il pas s'il se trouve tout d'un coup avec 1 heure à disposition? Ben, bien sûr, puisque toujours on a structuré leur temps. Oui, donc il y a un temps de réapprentissage, Il y a du temps pour soi. Voilà. Et ce temps de réapprentissage, c'est aussi le bien. C'est-à-dire que l'enfant, il vit pas seul, il vit entouré. Alors entouré physiquement, humainement, voilà, et c'est fonction de ce milieu, c'est ce milieu-là qui va faire qu'il va s'ajuster à ce milieu. De toute façon, il s'y ajuste, il ne fait pas autre chose. Oui, automatiquement. Eh ben, je peux pas faire autrement. Et toi, quand tu étais enseignant, tu l'as été longtemps, je crois. Hein, oui. Toute ta vie, toi, quand oui. Ouais. J'imagine que tu as essayé de changer des choses dans tes classes. Tu avais vu quand même un moyen de mettre en place des formes d'assouplissement de l'éducation au sein des classes? Alors, c'est à la fois réjouissant et très attristant, parce que je peux améliorer l'éducation. Et toutes les éducations ne se valent pas. Oui. Personnellement, je pense que le plus extrême, en tout cas, qui aurait mes préférences, c'est freiner. Hein. À l'autre extrême, on peut voir, par exemple, l'éducation qui est donnée aux enfants de troupe, qui est très rigide, très militaire, on se lève très tôt. Bon, voilà. Donc, et là, à l'intérieur, on a un éventail quand même. Et donc, tout ne se vaut pas. Mais ma question, c'est pas est-ce que tu préfères une prison grande avec des jolies couleurs ou une prison petite qui sent mauvais et qui est très sombre. Ma question, c'est est-ce que je peux vivre en dehors de la prison? C'est-à-dire, est-ce que je peux vivre sans ces éducations, même si elles sont très belles? Et je suis attristé, à la fois réjoui et attristé, c'est que les pédagogies alternatives me semblent plus agréables, mais par le fait même qu'elles sont plus agréables, elles sont plus efficaces aussi dans l'insertion dans ce système relationnel qui est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas, un éducateur, un éduqué. Et on s'y oppose moins finalement. Voilà, un employeur, un employé, un colonisateur, un colonisé, un dompteur, un dompté. Le heure et le et ont du sens. Hein, éducateur et éduqué. C'est le rapport de force. Voilà, c'est pas compliqué. Éducation, d'abord, ça veut dire éduquer, éduquer. C'est éduquer, ça veut dire conduire. Donc s'il y a conduire, c'est quelqu'un qui conduit et quelqu'un qui est conduit. Puisque je ne peux pas conduire, voilà. Donc quelqu'un qui dirige et quelqu'un qui est dirigé. Voilà. C'est ça, chaque fois que je suis dans l'éducation, je suis dans un schéma où il y a déjà 2 personnes, au minimum, dont la relation entre les deux est inégalitaire et hiérarchique, malheureusement. Je sais que le mot passe parfois très mal, mais elle est quand même hiérarchique en ce sens qu'il y en a un qui a du pouvoir sur l'autre et qui en tout cas veut utiliser son pouvoir pour faire de l'autre ce qu'il voudrait que cet autre soit. Mais c'est pour son bien, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça la question. Parce que son bien à lui, encore une fois, c'est moi qui le conçois pour lui. Voilà. Mais c'est pas lui. Voilà. Et lui, peut-être qu'il a peut-être une autre idée, je ne sais pas. De son bien. Est-ce qu'il peut y avoir transmission? Parce que la transmission est quand même importante. Est-ce qu'il peut y avoir transmission sans éducation? Alors,
Je pense que l'idée de transmission est aussi un concept qui embrouille les choses. Parce que je transmets un bien. C'est-à-dire, je te transmets mon stylo, je te transmets ma maison, je te transmets... Mais je peux pas... je ne peux transmettre qu'un objet ou un bien matériel. Pas un savoir-faire? Non, parce que Oui. tu es obligé... Le tien. Tu es obligé... Moi, je sais faire, mais je peux pas... Tiens, je te donne le savoir-faire. Ouais. Non. Tu peux pas faire un copier-coller, quoi. Tu es obligé de le réapprendre. C'est pour ça que l'idée de transmission est très préjudiciable et je ne l'utilise pas parce que je ne transmets pas. Par contre, moi, si je sais faire et que si je fais par exemple de la menuiserie, Oui. ben, l'autre à côté, il va me regarder faire parce que j'apprends aussi par imitation, presque essentiellement même par imitation, et j'apprends surtout en faisant. Et donc, je vais à mon tour utiliser la varlope ou le rabot, et je vais raboter, je vais apprendre à raboter. Et alors après, je peux bien sûr lui demander des tuyaux, mais c'est pas du tout pareil que si moi je te dis, tu vas apprendre à raboter ou tu vas apprendre à... Je vais t'apprendre à raboter. Alors ça c'est pire, parce que C'est l'extrême. Hein. Eh oui, parce que je peux pas t'apprendre. Donc en fait, moi, en tant que ancien éducateur, on va dire, qui a renoncé à mon statut d'éducateur, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à vivre et puis l'autre s'imprègne de ce qu'il veut s'imprégner. J'ai à m'occuper de moi, essentiellement. Parce que tout ce que je fais pour moi, il va en bénéficier. Oui, donc au lieu de lui mettre la pression à lui, je me la mets à moi. S'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, c'est à moi que jamais. C'est-à-dire c'est à moi d'enrichir mes pratiques de manière à lui donner un exemple et puis il prendra ce qu'il veut là-dedans. Il prendra ce qui lui convient. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai toujours fait, non? Depuis que je suis né. T'as pas fait comme ça, toi? Si. Ben voilà. Si, non, je me rends compte, oui. Je pense que j'ai ce qui me convient. Ouais, mais ça renverse complètement le questionnement. C'est-à-dire que la pression n'est plus du tout sur l'enfant. Non. La pression est, à la limite, si tant est qu'il y ait de la pression, voilà. La question, on va dire, oui. Elle est sur son environnement, sur les personnes qu'il croise, sur leur capacité à lui montrer une diversité de regards sur l'existence. Donc effectivement, quand tu parlais des voyages qui forment la jeunesse, les rencontres forment plus il y aura de possibilités, plus il y aura de possibilités que l'enfant trouve quelque chose qui lui convient et qui s'en saisisse. Voilà. Un peu comme si sur une table, il y avait énormément d'aliments, tu as plus de chances de trouver quelque chose qui te plaît. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ah ouais, mais là, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Pas forcément, parce que l'idée, c'est d'inverser, mais pas au sens où on parle actuellement des cours inversés. C'est-à-dire, on travaille à la maison et on vient en classe faire les exercices. C'est inversé en ce sens que c'est l'apprenant qui va chercher celui qui sait. Ah d'accord, c'est lui qui fait la démarche. Voilà. Donc, je sais, si j'ai un problème informatique et que je ne sais pas le résoudre, ou si ma voiture aussi ne marche pas, je vais chercher quelqu'un qui sait, je vais chercher un mécanicien, je vais chercher un informaticien, je vais chercher quelqu'un qui sait, je vais chercher peut-être sur Internet, je vais chercher où est le savoir. Mais la démarche, elle est inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui ai un problème à résoudre ou un intérêt quelconque à un moment donné, et je vais chercher quelqu'un qui sait. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est que ces gens qui devraient être au chômage, en réalité, restent à disposition. Pour montrer ce qu'ils savent, si quelqu'un vient les chercher. S'ils savent quelque chose, parce que bien souvent, ils ne savent que ce à quoi ils ont été formatés à faire. Oui, j'ai l'impression même qu'on constate quand même une diminution des savoirs. Il y a des savoirs théoriques, on va dire, mais le savoir pratique, j'ai l'impression, en tout cas, tout ce qui est le métier du manuel, tu parlais du compagnonnage pour les cathédrales et tout, c'est des sciences là qui disparaissent de plus en plus. Oui. Un savoir-faire qui disparaît de plus en plus. Oui. Et puis ce qui disparaît surtout, c'est que l'artisan maîtrise un petit peu de moins en moins d'ailleurs, mais justement, c'est ce qui se perd, c'est qu'il
il a à la fois l'image de ce qu'il va faire, et il va agir de telle sorte qu'il va obtenir ce qu'il a en tête. C'est-à-dire que, voilà, il va le matérialiser, et c'est ce qu'il fait a du sens. Dans une organisation où le travail est parcellisé, chacun fait sa parcelle. L'exemple des chaînes de montage d'automobiles est très net, quoi. Chacun fait un petit morceau, mais il a aucune comment dire, maîtrise intellectuelle, en tout cas, ou simplement le sens lui échappe totalement. Il exécute sa tâche, c'est un exécutant, voilà. Et c'est un peu ce à quoi aussi forme l'école au passage, parce que j'ai pas très envie de développer les questions d'école, mais pour ceux que j'en connais, en général, l'école forme de bons exécutants de consignes, puisque tous les exercices qui sont donnés à l'école, il y a une consigne. Oui. Il ne crée jamais, lui, la consigne, il l'exécute. Et il faut qu'il l'exécute correctement. Oui, il n'a pas de maîtrise de la question, il est ni au début ni à la fin, il est juste un exécutant, voilà. Et oralement, c'est la même chose dans une classe. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit de se conformer du mieux possible au modèle attendu par le professeur. Et le professeur, je ne veux pas l'accabler non plus, parce qu'il a été formé à ça. Oui, et puis il est là pour ça, il est payé pour ça. D'une part, et ensuite il a été formé pour ça, et il a fait la preuve, comme le disait Stirner, qu'on lui avait bien rogné les ailes, et c'est à lui maintenant de rogner les ailes des autres. Voilà. Et puis il disait aussi, on l'a dressé, maintenant c'est à lui de dresser. Bon, il y a des gens qui ont réfléchi, hein, avant nous. Oui, mais la critique de l'éducation, oui, Ouais, depuis le début de l'éducation, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a rapidement eu des gens qui se sont élevés contre ce projet. Alors, depuis le début, les gens qui se sont élevés contre ce projet, c'était surtout sur la manière. Oui. Voilà, donc on a eu effectivement dès 1910, c'était en 1880, dès 1900, on a eu la naissance d'un certain nombre de pédagogies alternatives qui se sont développées et qui continuent d'ailleurs, puisque actuellement on a encore des renouveaux sans cesse, mais qui restent, comme leur nom l'indique, des pédagogies ou des éducations alternatives. C'est-à-dire ça reste toujours des éducations, des pédagogies, c'est-à-dire que je suis toujours dans ce schéma avec quelqu'un qui sait et qui va, pour le bien de l'autre, on est d'accord, essayer de lui faire apprendre ce qu'il, lui, considère qui est bien pour l'autre. Oui, le débat tout de suite porté sur les techniques, et donc on a éludé la question du pourquoi. Alors, voilà, toutes les questions portent sur le comment, oui. Tous les débats portent sur le comment, mais la question pourquoi, elle n'est pas posée. Or, c'est la question première. Ben, il me semble, surtout que si je veux évaluer les comment dire que telle façon de procéder est meilleure qu'une autre, si ce n'est pas pour la comparer à la finalité que je vise. Voilà. Alors paradoxalement, lorsque je fais une recherche, et je l'ai faite, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, quelle est la finalité de l'éducation? C'est une question que personne ne se pose. Ben, c'est parce que c'est évident. Mais c'est quoi la finalité de l'éducation? Ouais, on sait bien, c'est d'avoir un métier, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de la réussite sociale. Oui, mais même si c'était ça, pourquoi passer par le système voilà, donc là, on n'a pas de réponse à l'éducation nationale, en tout cas sur les fins de l'éducation. Alors j'ai découvert quand même un jour, en lisant les instructions officielles, la préface d'un ministre qui terminait sa préface en disant, donc c'était les programmes de l'école élémentaire, avec ces éléments, les parents et les enseignants
vont pouvoir travailler ensemble à la réussite de l'élève ou de l'enfant, peu importe. Alors moi, ça m'a éclairé tout de suite. C'est cette phrase enfin qui m'a donné la clé, c'est-à-dire que tout le travail qui est fait à l'école, c'est pour réussir à l'école. C'est-à-dire que c'est un système qui se mord la queue. C'est-à-dire que cette immense machine qui coûte 145 milliards d'euros par an, elle sert uniquement tout ça, c'est pour réussir à l'école. Et si j'ai compris ça et que je commence à analyser tout ce qui est fait partout, c'est clair que c'est uniquement ça l'objectif. Toutes les rééducations, tout ce qui est fait, tous les dispositifs qui sont mis en place pour ramasser, pour récupérer tous ceux qui ne rentrent pas dans le dispositif, c'est tout simplement pour essayer de les faire rentrer là-dedans. Jean-Pierre, là ce que tu m'as présenté, c'est cohérent. Les questions que tu poses, elles sont cohérentes pour moi. Est-ce que, quand tu poses ces questions, est-ce que tu penses réellement que, pour reprendre un petit peu Ivan Illich, une société sans école, une société sans éducation, je dirais au-delà, hein, puisque vraiment, tu ne veux pas focaliser sur l'école, mais sur l'idéologie d'éducation, est-ce qu'une société sans éducation, est-ce que ça te semble réellement possible? Est-ce que tu poses cette question juste pour la poser ou tu penses réellement que ça pourrait porter des fruits et qu'on pourrait arriver à quelque chose de fonctionnel avec notre monde à nous? Pas un peuple premier, mais un peuple avancé, paraît-il, entre guillemets. Alors, effectivement, moi, j'admire beaucoup Ivan Illich et je reconnais qu'il est à la source de mes réflexions. Alors, sur les questions scolaires, mais aussi sur la façon dont il a vécu. C'est-à-dire qu'il a posé des questions que personne ne se posait. Et non seulement il a posé des questions, mais il est allé les approfondir, il a cherché par tous les moyens d'aller plus loin. Et bon, à ma modeste mesure, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'essaie d'inviter à faire également. Hein. Ça, c'était la première partie de la réponse. Une société sans éducation me semble possible, en tout cas, elle sera impossible tant que je pense qu'elle est impossible. Oui. Hein? Donc, il suffit que je pense que c'est pas possible pour que ça ne le soit pas. Ça, c'est dans la mesure où, c'est encore une autre question qu'on n'a pas évoquée, mais en y réfléchissant, je me rends compte que c'est moi qui construis la réalité. Donc, comme je la construis, elle est. Donc, si je vois que c'est impossible, ça va rester impossible, ça c'est sûr. Mais si je n'y crois pas, il n'y a aucune chance qu'elle advienne. Voilà, et ceci dit, lorsque je vois plutôt, dans un premier temps, peut-être des îlots de relations qui ne soient pas dominants-soumis, c'est pas toujours chez les alternatifs qu'on trouve ça. Ouais, je confirme. Voilà, puisque les alternatifs sont quand même à l'intérieur du paradigme, qui est quand même... Alors c'est une autre forme de dominant-soumis, parfois c'est une forme collégiale, parfois c'est... Bon. Puis on a quand même toujours ces structures avec président, vice-président, enfin, etc. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est possible dans des, comment dire, des réunions d'êtres humains, il est possible de vivre sans être dans une relation dominant-soumis, c'est tout à fait possible. Des petits groupes dans lesquels ça émerge, déjà au sein de quelques familles, déjà simplement, parce que c'est le premier groupe où l'expérimenter. Des familles, des groupes de personnes aussi, il y en a au CREA notamment. Oui. Voilà. CREA, donc tu peux Cercle de réflexion pour une éducation authentique, et ça c'est un trompe-l'œil, puisque il ne s'agit pas d'éducation. Hein, et le deuxième partie, c'est apprendre la vie. Donc nous avons des sessions où nous vivons ça, tout simplement. Nous vivons une forme qui n'est pas hiérarchique et qui est simplement d'ego, mais d'ego avec des expériences différentes. Parce que ça n'empêche pas. Ah ouais, voilà. C'est même ce qui t'enrichit. Et ça ne m'empêche pas d'apprendre par définition de quelqu'un qui sait.
Je peux pas. C'est moi qui vais aller le chercher. Donc voilà, donc il y en a un qui est quand même dans cette situation-là. Si je veux voir une relation hiérarchique, il est plus fort que moi parce qu'il sait des choses que je ne sais pas. Mais à partir du moment où je les ai apprises, on est au même niveau. Et s'il est plus fort que moi, il est simplement sur ce point-là. Il ne va pas régenter toute ma vie. Puis c'est moi qui, volontairement, dis, je reconnais qu'il a une compétence que je n'ai pas, et c'est moi qui le place volontairement à cette position-là. Oui, et qui apprend de lui, parce que on n'a pas développé sur l'apprendre, mais apprendre, j'apprends seul, c'est-à-dire que personne ne peut apprendre à ma place, je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un, donc j'apprends vraiment seul. J'apprends seul, mais j'apprends des autres. Hein, j'apprends de mon milieu, alors physique, mais aussi humain. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est le milieu qui, en fait, va déterminer ce que je vais apprendre. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci pour ce temps que tu m'as consacré. Je vais mettre les liens aussi vers le créa, vers apprendre la vie aussi, pour les personnes qui ont été interpellées, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de le vivre et d'essayer de le vivre pour elles-mêmes et pour les enfants auxquels elles s'adressent, pour cette forme de libération de la contrainte et de la pression. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. Ça permet de reprendre les choses avec un caractère relaxé. On lâche la pression, quoi. Absolument. Tranquille. Je te remercie beaucoup, Jean-Pierre. Ok.